Alors, parler de la simulation, elle était très très bien présentée, bien que ça a été coupé avec CISLM. Donc, la simulation, c'est surtout de l'enseignement. Donc, il y a de la pédagogie, il y a tous les moyens qui peuvent être utilisés en pédagogie. Et je vais surtout vous parler de comment utiliser tous ces moyens qui sont à notre disposition pour parler de simulation en virtuel. La simulation en virtuel, il va utiliser tous les moyens pédagogiques qui sont à notre disposition. Euh, donc, alors, la simulation en ligne, déjà, la simulation, c'est une technique d'enseignement, et en ligne, c'est encore une technique qui va se greffer sur une autre technique. Donc, là, les choses vont un peu se compliquer. C'est pour cela que j'ai essayé de voir un peu ce qui se fait ce qui a été dit, ce qui a été écrit à propos de ce sujet. Et j'avais trouvé je vais vous parler d'une une revue systématique de la littérature et une expérience qui a été faite, ce que rapportent les dermatologues, et une expérience que font les orthopédistes dans ce cas-là. Alors, la pandémie mondiale de Covid-19 a permis de remettre en selle une technique qui existe depuis très très longtemps, qui a été utilisée vraiment secondairement, qui n'a pas été utilisée de façon bien structurée, qui est l'utilisation de l'Internet et de tout ce qui est virtuel, tout ce qui est informatique. Alors, partout dans le monde, donc, comme tout le monde le sait, la pandémie mondiale a permis à obliger les hôpitaux à fermer leurs services pour deux objectifs, parce que pour éviter la contamination et la propagation de ces maladies. Et en plus, la deuxième chose, c'est pour avoir du monde, surtout dans les services d'urgence et dans les services de réanimation. Et beaucoup les jeunes, ils ont changé de spécialité pour renflouer le personnel qui existe dans ces deux services-là, qui sont les services d'urgence et les services de réanimation. Alors, les outils pédagogiques sous forme d'apprentissage en ligne et de simulateurs chirurgicaux et de tests de compétences de base peuvent jouer un rôle important, parce que les étudiants et tous les jeunes qui sont en formation dans les différentes filières de la médecine ne sont plus dans les hôpitaux. Donc, il faut trouver les moyens de les aider. Une petite remarque, si vous avez Oui. des diapositives, non? واش قاعدين يتراو؟ Vous êtes photogénique, il n'y a pas de souci. Mais je sais que les diapositives avaient des messages Oui, je aussi. suis en train de les lire. Hein. Nous, on ne voit rien, on voit le portrait de Simemoun Bichir. Bah, allez. Bah, maintenant, Donc, en bas d'écran, vous avez partagé l'écran. C'est bon, car non? Ça arrive, c'est bien. Allez-y. Alors, les défis donc, sont inévitables, les défis sont inévitables, nécessitant une préparation appropriée. Et le problème avec le Covid-19, c'est que toutes ces techniques se sont imposées, parce qu'il ne faut quand même pas laisser les jeunes sans formation. Donc, toutes les techniques qui existaient depuis très longtemps se sont imposées, et ils sont imposés de façon vraiment, par exemple, en Tunisie, on a essayé de pallier rapidement pour utiliser des techniques qui sont très peu connues et qui sont très peu utilisées plutôt. Alors, la formation médicale de clinicien, donc les connaissances, il faut qu'on reparte de la base. Qu'est-ce qu'on va chercher? La formation médicale donne aux cliniciens la connaissance des compétences nécessaires pour fournir des soins de santé qui sont valables pour nos patients. Et ceux qui reçoivent une formation médicale le font enfin pour fournir ce service aux patients. Donc, c'est un processus qui est très important. Alors, cette pandémie a eu comme conséquence donc, la fermeture, comme je disais, la fermeture des établissements universitaires dans le monde entier. Déjà, il n'y a plus de cours qui sont assurés. Les réaffectations des stagiaires universitaires à des rôles cliniques. Ces stagiaires, on va les utiliser dans différents, par exemple en Tunisie, dans le SAMU, on les a utilisés des stagiaires pour répondre au téléphone et répondre aux questions des malades au téléphone. Et la cessation de la formation, parce qu'on ne peut plus accepter des stagiaires dans certains services, et les stages ils ont été arrêtés de façon pratiquement, c'est-à-dire totale. Et ces mesures susmentionnées donc, sont considérées comme une nécessité pour pouvoir garantir les systèmes de santé qui vont faire face à la charge du Covid-19.
Alors, tous ces moyens ont eu comme conséquence, donc parallèlement, un niveau de défi imposé au système de santé du monde entier, un impact considérable sur la qualité, la quantité de l'enseignement médical. Un challenge est apparu et c'est l'arrêt des coûts des stages pour les jeunes, donc comme je le disais. Alors, il y a une question qui s'était posée. Comment ces étudiants en médecine et les résidents peuvent combler les lacunes créées dans leur formation et s'assurer qu'ils continueront à recevoir les connaissances et les compétences nécessaires pour progresser en tant que cliniciens compétents et sûrs. Donc, la formation des médecins dans le domaine médical ainsi que chirurgien, vu que la formation des médecins dans le domaine médical ainsi que chirurgical ont été tous les deux touchés, donc pratiquement tous les domaines de la médecine ont été touchés. Donc, il y a déjà un souci très important, c'est que cette formation doit se poursuivre, mais il y a un autre souci, c'est que cette formation, elle est dirigée, elle est par des textes de loi, donc on ne pourra pas former des gens sans qu'il y ait le minimum qu'obligent ces textes de loi-là. Tous les aspects de l'éducation médicale ont été donc gravement touchés par la pandémie, suspension des disais, réduisant des stages, réduisant une partie importante du cursus. Donc, les étudiants ne peuvent plus être aussi des membres actifs des équipes cliniques. Les étudiants, ils étaient pendant très longtemps, l'une des bases de leur formation, c'est d'être d'actifs dans les services pour pouvoir faire le maximum et pour être formés. Alors, les stagiaires en chirurgie sont confrontés à des défis encore plus importants pendant la pandémie Covid-19. Dans de nombreux pays, seules les interventions chirurgicales urgentes ou d'urgence sont pratiquées, appuyées par les directives des gouvernements, des sociétés et des régulateurs. Par conséquent, les chirurgies électives, dans lesquelles l'étudiant apprenait toute la chirurgie, ils ont été reportés et le nombre d'opportunités d'apprentissage disponibles est ainsi réduit. En plus, toutes les conférences aussi, toutes les conférences qui permettaient aux jeunes médecins, jeunes en formation, se sont arrêtées, les conférences, les congrès, les réunions ont été annulées, réduisant davantage les possibilités de formation continue de ces stagiaires. Et le redéploiement, je disais tout à l'heure, au début, le redéploiement des résidents dans les départements où la demande en personnel de santé est élevée pour répondre à des besoins urgents en matière de services, vont aussi perturber ces plans de formation. Alors, j'ai retrouvé une revue systématique dont j'ai parlé, c'est Shedley. C'est une revue systématique qui était parue en 2020. C'est une revue qui est systématique qui parlait de Medical Surgical Education Challenges and Innovation and the COVID-19 era. C'est une revue systématique qui a permis de voir, comme vous m'avez montré, Shedley, au début, il y avait 2000 dossiers pratiquement, et après, ils sont arrivés à faire 76 dossiers. Alors, cette revue a été menée sur la base d'un protocole prédéfini afin d'identifier toutes les études rapportant ou commentant les défis croissants de l'enseignement médical et chirurgical au niveau du premier et du troisième cycle, ainsi que les ajustements et les nouveaux outils qui sont nécessaires. Tous ces outils, ils ont été étudiés, recherchés dans ces articles-là pour s'adapter à la nouvelle statu quo. Alors, l'examen était conforme à l'énoncé des éléments de rapport. Je passe les recherches ont été faites sur Medlines et Embase et jusqu'à le 18 avril 2020. Alors, les mots-clés qui ont été utilisés, c'est coronavirus ou SARS-CoV-2 ou CoV-19 et enseigner ou éducation ou former ou étudiants ou résidents. Alors, consultation, il y a un complément qui a été fait, c'est la consultation manuelle des références de tous les articles inclus, qui a permis, avec aussi revoir dans toute la bibliographie de ces articles-là, en utilisant la méthode boule de neige. Alors, tous les articles, les inclusions, ça a été tous les articles publiés traitant de l'impact de la pandémie COVID-19 sur l'éducation médicale et chirurgicale. Lors du premier examen de la littérature, la rareté des sources disponibles a obligé les auteurs à inclure tous les plans d'études, et tout article jugé éligible a été examiné pour une projection en texte intégral. De plus, les auteurs incluent dans des lettres à l'éditeur des commentaires, des perspectives, des rapports, comment je fais, ainsi que des critiques et des méta-analyses potentielles. Vous voyez, ça a vraiment été très large pour essayer d'avoir le maximum d'informations. La sélection était limitée aux articles publiés en anglais, bien sûr, pour éviter tous les problèmes de traduction.
Ah, aussi, cette recherche, là, ils ont utilisé les critères PICO, vous connaissez le Population Intervention Comparison et Outcome, pour définir certains critères d'inclusion et d'exclusion. La population comprenait des étudiants en médecine, des résidents et des boursiers. Alors, tous ceux qui ils ont l'exclusion, ça a été tous les articles limités au rapport de formation scolaire aux étudiants non en médecine, autres spécialités paramédicales, telles que les étudiants en médecine vétérinaire, dentaire ou infirmière, ainsi que les rapports de formation pour les non-professionnels. Alors, les auteurs ont réalisé une synthèse structurée et critique des données disponibles. Étant donné que la littérature comprenait un nombre de variations de plans d'études, l'évaluation de la qualité de ceci a été principalement réalisée via une évaluation critique de chaque article. Pour chaque article, les auteurs ont conclu à un message clé qui a ensuite été intégré dans la discussion. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait sortir de cette revue systématique? Alors, ils ont retrouvé que pour minimiser le fossé éducatif, des nouvelles techniques doivent être mises en œuvre. Vont être mises en œuvre. Alors, ces techniques, ce sont la téléconférence avec le webinaire, l'apprentissage en ligne, l'éducation clinique, aussi les médias sociaux, on va en parler, la simulation et la réalité virtuelle et l'évaluation des connaissances et des compétences. Alors pour les téléconférences et les webinaires. Les téléconférences avaient été introduites comme moyen utile d'éducation. Ces téléconférences existent depuis très très longtemps. Puis là, ils ont retrouvé une place prédominante parce qu'avant, ils étaient utilisés dans tout ce qui est secondaire. Elle a permis aussi que la diffusion de conférences d'enseignement entre des institutions universitaires, ça a apporté que certaines institutions universitaires qui sont très haut placées dans les échelles, qui ont permis de passer de ces conférences dans les petits hôpitaux, dans d'autres pays en voie de développement et même dans les hôpitaux régionaux, qui sont révélés mutuellement bénéfiques et populaires. Ils ont été mis en œuvre dans les spécialités chirurgicales et médicales. Alors, il y a beaucoup d'applications qui peuvent être utilisées. Alors, ces applications-là, pour les nommer, il y a Google Hangouts, il y a Skype, Zoom, toutes ces applications, elles les avaient retrouvées dans la revue systématique, permettent aux services cliniques de mettre en œuvre des conférences ou des sessions d'enseignement pour les étudiants en médecine, les résidents. Il faut aussi faire les rapports du matin ou du soir et chacun, c'est-à-dire que les étudiants ne sont plus de se retrouver dans le service. Ils peuvent faire ça, avoir les rapports du matin chez eux. Les clubs de lecture aussi, c'est très, très important. Ça a été utilisé pour lire certains articles. Les plateformes pour informer les résidents sur les dernières mises à jour des lignes directrices. Alors, les webinaires aussi peuvent être appliqués pour l'apprentissage interdisciplinaire et ça a été vraiment ça a été retrouvé dans cette revue systématique. À la lumière du besoin soudain de gérer une maladie inconnue, on peut utiliser ces moyens qui sont la téléconférence et les webinaires. Alors, les sociétés universitaires peuvent utiliser dans ces circonstances difficiles pour pouvoir promouvoir la recherche et le discours universitaire. Alors, il y a quelque chose qui a été développé, c'est le Virtual Visiting Professor de Neurological Surgeon. C'est un collectif, il y a plusieurs des spécialistes de très haut niveau qui sont sur Internet, qui sont collégés sur Internet et on peut accéder à leurs conférences. Le deuxième, c'est l'apprentissage en ligne. Alors, sur le plan modèle pédagogique, c'est le modèle de classe inversée et d'autres modalités hybrides peuvent être facilement transférées vers un format. Vous voyez, il y a déjà un élargissement de tous les modèles de pédagogie en conservant l'instruction asynchrone en ligne qui a déjà remplacé les conférences et en convertissant les discussions, les exercices en petits groupes en visioconférence. Il existe des preuves antérieures que de telles techniques actives sont préférées par les stagiaires. C'est des techniques que les stagiaires ils aiment bien ces techniques-là. Vous voyez, là, ils retrouvent leur place et il faudra essayer de les développer encore plus. Alors, l'enseignement clinique, alors là, c'est là où il y a le plus gros problème, c'est l'enseignement clinique. C'est le plus difficile à mettre en ligne parce que l'enseignement clinique, il y a le contact avec le malade, il y a l'examen physique du malade, mais il y a eu des mesures qui peuvent être prises pour assurer autant d'exposition clinique que possible et essayer de limiter ces difficultés en apportant avec tout ce qui est virtuel et qui nous permet d'utiliser la clinique
un peu mieux que pas du tout. Alors, pour surmonter le manque d'expérience pratique des stages des étudiants, il y a l'Imperial College de Londres, là, vous allez peut-être retrouver dans les articles, a donné un accès à une vidéothèque en ligne sur les rencontres avec les patients et a encouragé les cliniciens à dispenser un enseignement en ligne à partir de l'hôpital lorsque cela était possible. Les conférences pédagogiques peuvent être enregistrées et téléchargées sur un cloud et envoyées aux étudiants. En ce qui concerne la chirurgie, c'est les vidéothèques sont particulièrement utiles, peuvent être utilisées. Alors, il y a autre chose, c'est les podcasts dans lesquels il y a l'enregistrement audio avec un autre outil qui permet aussi un apprentissage autonome et approfondi. Ça permet à l'étudiant de le revoir un peu plus tard pour essayer de se concentrer sur une partie qu'il n'a pas bien saisie au cours de quand il a entendu la première fois. Les outils en ligne devraient intégrer donc autant de technologies interactives, c'est-à-dire qu'il faudra utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition, que ce soit du vidéo, de l'audio, tout ça peut être utilisé afin de fournir donc un apprentissage actif et engageant. Les questionnaires de diagnostic d'image en ligne peuvent être utilisés dans les spécialités centrées sur l'image, comme la radiologie, comme l'échographie et l'échographie, telles que la dermatologie aussi, on le verra après, l'expérience de la dermatologie. La radiologie peuvent s'avérer inestimable pour la formation médicale continue des stagiaires. Alors, les médias sociaux. Alors là, les médias sociaux, tout le monde va en rigoler quand on va leur dire qu'on peut utiliser le Twitter, on peut utiliser Facebook pour ça. Les médias sociaux, ils ont quelque chose qui est important, c'est que c'est très diffusé. C'est tous les jeunes, ils ont ces médias sociaux pratiquement sur leur téléphone. Et en plus, ce sont des moyens qui sont très faciles à utiliser. Alors, ils peuvent être également donc servir de ressources facilement accessibles, rapides, pour englober la formation médicale. On peut passer des messages rapidement sur ces moyens de médias sociaux. Twitter joue déjà un rôle central dans la formation continue de nos cliniciens, des clubs de lecture, les tutoriels cliniques dans une série de tweets fournissant des liens vers du matériel éducatif, peuvent permettre aussi aux résidents et aux étudiants de médecine d'interagir avec le leader mondial. C'est la possibilité d'accéder au maximum d'informations et aussi d'accéder à des leaders mondiaux pour leur poser des questions. Et vous voyez que c'est un moyen qui n'est pas négligeable. Alors, cette suggestion n'est pas sans fondement. Il a été démontré que l'incorporation de Twitter dans l'apprentissage clinique de routine affecte la pratique clinique du stagiaire. Donc, ça permet de développer certaines choses. Facebook aussi fonctionne comme une plateforme alternative de discussion entre les résidents. Des outils de collaboration efficaces impliquent à la fois les résidents et les assistants, ont été signalés dans différentes spécialités, telles que la chirurgie, la dermatologie, l'allergie et la rhumatologie. Donc, après une discussion, ils rentrent tous les deux dans des salles virtuelles et informent le patient. Ils peuvent avoir ces médias sociaux peuvent être utilisés aussi pour un contact avec les patients, qu'on peut aller chez eux pratiquement pour essayer de les suivre chez eux. Et la présence du patient lors de la discussion est également encouragée car les patients ils sont réceptifs. Cependant, la limitation flagrante de cette méthode est l'incapacité d'effectuer un examen physique que je disais tout à l'heure, c'est l'examen physique qui est vraiment la partie la plus difficile à faire avec tous ces systèmes-là. Les cliniciens se fondant uniquement sur les données distantes, c'est ce que rapporte le malade. Alors, c'est donc toujours dans les médias sociaux, c'est un fait intéressant. Une autre approche innovante mise en œuvre récemment aux hôpitaux universitaires américains a réussi à fournir une exposition clinique adéquate aux étudiants en médecine tout en allégeant une partie de la charge de travail clinique. Ça réduit la charge de travail, c'est-à-dire, par exemple, on peut avoir un malade sur lequel on va utiliser Facebook, les médias sociaux. Ça va réduire le nombre d'étudiants qui sont tout autour de ce malade-là, par exemple, pour poser des questions, pour les répondre. Les étudiants réalisent des rencontres structurées basées sur des vidéos avec des patients vivants qui se présentent à l'urgence, aidant au triage. Et là, le patient il ne va pas être obligé de se retrouver avec 20 personnes tout autour de lui. Il suffit d'avoir un moyen aussi simple pour essayer qu'il y ait de l'information sans gêner le malade. Et les résidents peuvent également participer à des soins virtuels à domicile. Alors ici, c'est la simulation à la réalité virtuelle. Intérêt accru pour les programmes de simulation à domicile qui pourraient assurer la continuité de la formation en compétences techniques pendant la pandémie Covid-19, en particulier dans les spécialités chirurgicales hautement techniques et exigeantes. Par exemple, le Hong Kong Eye Hospital a montré l'exemple en mettant en œuvre
un programme de simulation oculoplastique utilisant des yeux de chèvre avec des paupières. Après avoir diffusé la procédure, les stagiaires ont été invités à effectuer l'opération simulée sous supervision. Bien que la plupart donc, des programmes de formation par simulation dans les hôpitaux ont été suspendus en tant qu'activité non essentielle, ils peuvent également être réaffectés en tant que modalité de formation rapide et efficace pour la préparation au coronavirus. Alors, l'évaluation des connaissances et des compétences, cette évaluation, elle fait partie intégrante de tout ce qui est système pédagogique qui permet d'évaluer où c'est que nous allons. Et tout ce qui est virtuel peut être utilisé dans cette évaluation des connaissances. Outre l'apport donc, des connaissances et des compétences à travers une variété de recours, l'évaluation de ces compétences acquises constitue une partie intrinsèque de l'éducation qui doit être adaptée aux nouvelles conditions. Cet objectif peut être atteint grâce à la réintroduction d'examens oraux qui peut être faits par téléconférence ou par le biais de programmes de simulation supervisés par vidéo par des formateurs cliniques. Alors, dans cette revue systématique, ils avaient retrouvé une équipe de Lévis et collaborateurs ont détaillé leur expérience de session de simulation d'anastomose en compétition amicale, avec l'utilisation du kit de simulation d'anastomose de vaisseau de poche du groupe Chamberlain. Les valeurs évaluées étaient le temps de réalisation, la qualité de l'anastomose et l'économie de mouvement de la main du stagiaire. L'évaluation peut également être réalisée lors de visites virtuelles de stagiaires avec des patients sous la supervision de l'assistance. Ainsi, vous voyez, ça augmente aussi. Non seulement ça permet d'aider à la formation, mais aussi ça peut ouvrir des champs sur lesquels un étudiant peut évoluer. Alors, l'enseignement de l'anatomie repose, c'est une partie qui n'est pas négligeable, surtout pour toutes les spécialités chirurgicales. Et cet enseignement de l'anatomie repose largement sur l'enseignement et l'évaluation en face à face, les mains sur les mains, mais y compris les dissections cadavériques, bien sûr, parce que quand même, c'est la partie la plus intéressante en anatomie, et les protections et les modèles. En conséquence, la suspension de ces activités a suscité des inquiétudes parmi les étudiants, mais et depuis très longtemps, les 3D peuvent améliorer l'expérience d'apprentissage et ces modèles 3D existent actuellement avec des précisions, surtout qu'avec le Virtual Body, et ça a été donné, on a des schémas anatomiques vraiment très poussés. Alors pour la conclusion de cette revue systématique, l'éducation médicale et chirurgicale a été gravement affectée par la pandémie Covid-19, mais cette urgence a fortuitement donné une impulsion aux nouveautés pédagogiques et l'élargissement de certains champs. Cela pourrait créer un héritage pour l'éducation médicale à l'avenir, une fois que cette urgence sanitaire soit sous contrôle. Alors, cette revue donc, a résumé la littérature disponible sur la question, qui consiste principalement à des communications anecdotiques sans preuve empirique en raison de la courte fenêtre de temps. Il existe un grand besoin d'études qualitatives et quantitatives pour ces méthodes proposées et l'impact à long terme de la pandémie sur les lacunes éducatives. Il faudra aller beaucoup plus loin pour voir si ce sont les lacunes éducatives pour essayer de les pallier et pour aller c'est-à-dire le jour où on pourra travailler sans que ce soit sous la pression de cette pandémie. Alors, je vais vous parler de l'expérience dermatologique. C'est un article qui a été publié en l'American Academy of Dermatology. Et pendant la pandémie Covid-19, vous voyez que tout le monde s'est mis à essayer de faire du virtuel. De nouveaux aspects de formation des résidents en dermatologie ont été convertis en une formation, à un format en ligne. La dermatopathologie, qui représente jusqu'à 30% du programme de formation, est déjà implantée dans l'apprentissage virtuel. Et déjà, ils avaient, eux, une avance, tout ce qui est virtuel. Et le microscope, en utilisant le microscope virtuel, il remplacera le microscope sur lame de verre lors de l'examen du conseil de dermatologie. Alors, de nombreux départements de dermatologie ont organisé des bibliothèques de dispositifs virtuels. Et là, nous aussi, en la faculté de médecine de Tunis, nous avons fait des diapositives virtuelles de pièces d'anapathe et les étudiants sont très contents. On essaie de les montrer aux étudiants et même tout le monde voit la même chose. Et quand on a une question avec ces diapositives, sur le plan pédagogique, c'est un apport très important, c'est que quand tu regardes les diapositives,
Quand un étudiant pose une question et que l'enseignant répond à cette question-là, tout le monde profite de cette question et tout le monde profite de la réponse. Alors, il y a aussi, en outre, l'American Society of Dermatopathology a fourni une liste de bibliothèques de diapositives virtuelles. Vous voyez, il y a une collaboration entre les propriétaires de diapositives qui ont été mises en bibliothèque et qui permet de faire accéder le maximum d'informations. Alors, une formation optimale de dermatopathologie comprend l'interaction du corps professoral, la distanciation sociale étant susceptible de rester en place pendant une période prolongée. L'enseignement au microscope à plusieurs têtes n'est pas possible. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre 3 ou 4 étudiants dans une salle pour utiliser un même microscope. Alors, certains établissements ont combiné la visioconférence, Webex ou Zoom, avec l'utilisation des lames ou tout ce qui est virtuel pour la didactique hebdomadaire, les sessions de révision, la déconnexion de routine. Lorsque le dermatopathologiste partage le contenu de l'écran de l'ordinateur, le microscope à tête multiple est simulé lorsque les résidents visualisent la même chose. Alors, les questions posées via la fonction, je disais tout à l'heure, tout le monde participe à ces questions-là et tout le monde a les mêmes réponses. Alors, pour les diapositives virtuelles, la plateforme qui a été utilisée de cette équipe-là, c'est la Perio Image Scope, visionneuse de diapositives complète qui permet quelque chose que ne permet pas le microscope quand on est dans une salle à plusieurs, c'est qu'elle permet la rotation de l'image, elle permet de changements, permet des agrandissements. Ce que je vous disais, c'est ce qu'on a fait exactement à la faculté de médecine de Tunis avec les lames d'histologie. Et contrairement aux images statiques avec des caractéristiques pertinentes présélectionnées, les résidents développent leurs compétences diagnostiques en recherchant la totalité de la diapositive avant de passer à des approches de détection ciblée au cours de l'auto-étude. Alors, les fonctionnalités spécifiques à image scope incluent un grossissement aussi, c'est très important parce que quand on d'utiliser les faux grossissements pour certaines pathologies, plutôt que continuer en rotation, donc il y a du matériel très poussé, là, du web de Leica. Enfin, plusieurs cas peuvent être affichés simultanément par mosaïque. C'est quand on veut comparer 2 ou 3 lames, on peut le faire avec ces diapositives et cette virtualité. La capacité de comparer, de contraster les cas est essentielle pour aborder les zones de confusion diagnostique. Quand il y a des pathologies qui seront rapprochées, on peut mettre 2 ou 3 diapositives et les comparer. Alors pour les dermatopathologistes, toujours dans cet article, préoccupés par les défis technologiques du virtuel, ceux qui ont participé à un atelier pédagogique ont évalué la facilité de navigation dans le virtuel supérieure à ce qui est utilisé avant, c'est-à-dire sur les lames. Les éducateurs doivent également être conscients des limites de l'enseignement à distance, et ça, il faudra l'enseigner, quelles sont les limites, et ça se fera en deuxième temps, parce que là, on est vraiment un peu bousculé par le temps avec cette pandémie, mais il faudra réfléchir à apprendre aux éducateurs quelles sont les limites de l'enseignement à distance. Alors, les commentaires, de toute façon encourageante, les commentaires analytiques et sollicités par nos résidents ont fourni une optimisation itérative de notre approche virtuelle. Ça, c'est ce que dit l'équipe qui a écrit cet article. Bien. Donc ça, c'est l'exemple, là, tout en haut, c'est ce qui se faisait avant, puis après, ça a été réduit en utilisant les moyens un peu plus sophistiqués. Et vous voyez, tout ce qui est virtuel, les virtuels, ça nécessite uniquement une souris, un ordinateur et un écran. Alors, je vais vous passer rapidement. Comment? Le temps presse, ça fait 30 minutes maintenant. Ah oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Désolé. C'est avec nous, là. Comment? Si Sleb est de retour, il va prendre la parole. Ben, je finis donc rapidement avec l'expérience en orthopédie qui a permis vraiment de faire énormément de choses et surtout que les orthopédistes, c'est comme tous les chirurgiens, ils ont utilisé la simulation chirurgicale, ils sont en train d'aller vers la simulation chirurgicale. Il y avait un problème de coût actuellement, je crois que le coût en plus il pensait. Et j'avais retrouvé dans l'article qui était d'orthopédie, il y a un ancien chef de médecine en Grande-Bretagne, Sir Liam Donaldson, qui a dit si je devais retirer ma vésicule biliaire, je préfère que ce soit fait par quelqu'un qui a fait
au moins 100 dans un simulateur. Donc, vous voyez, c'est très important. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que le virtuel et tout ce qui est, il faut l'utiliser à bon escient, essayer de l'utiliser, de le remettre sa place dans tout ce qui est enseignement. Et parce que la pandémie actuelle, on va passer cette pandémie, mais il y aura probablement d'autres risques et il faut vraiment se prêter à toutes ces techniques pour pouvoir les utiliser dans les autres problèmes. Merci.